C'est parti. Du coup, pourquoi choisir Rust comme langage? Juste en pré-introduction un tout petit peu pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Rust aussi. Faut savoir que pour moi Rust en fait c'est quand même un langage assez récent puisque du coup il a été créé en 2015 donc ça fait à peu près 8 ans. Du coup à la base c'était fait c'était initié par Mozilla. En fait leur but principal c'était de pouvoir écrire des parties de code de Firefox, parce qu'en fait, ils en avaient un petit peu marre de faire du C++ et d'avoir des problématiques de fuite mémoire. Et du coup, en fait, pour moi, un des gros avantages quand même de Rust, c'est que du coup, c'est pas propulsé par un GAFAM. Du coup, c'est très ouvert et du coup, c'est quand même initié par une communauté à la base, ce qui, en fait, pour moi, est une force aussi en termes de choix de langage. Je pense qu'aujourd'hui, si des bouts du kernel Linux et d'autres projets comme Amazon choisissent ce langage aussi, c'est aussi c'est une de ces raisons en fait aussi qui permet de se dire que c'est un bon choix. Après, c'est vrai que du coup, depuis le début, en fait, après Mozilla en fait a dû changer un petit peu de fusil d'épaule. Et du coup, en fait, depuis, il y a une fondation Rust qui s'est montée en 2020. Et donc du coup qui permet en fait aussi un petit peu d'asseoir le langage, puisqu'aujourd'hui du coup il n'y a pas que Mozilla, il y a aussi du coup Amazon et d'autres qui soutiennent Rust à part entière. Et du coup c'est vrai que l'essor de Rust en fait grandit vraiment très rapidement on va dire ces dernières années. Ah oui, hop, peut-être pour pas que ça frotte. Du coup, moi, un petit peu mon parcours avant de continuer sur la suite. Du coup, à la base, j'ai fait plus de la programmation C++. J'ai eu quelques petites expériences en Java, en Python. J'avais aussi un petit peu expérimenté le langage D quand il était sorti. Du coup, il devait faire déjà une bonne dizaine d'années. J'ai fait un petit peu de Node aussi pour faire du serveur. Un petit peu de front avec du HTML, CSS, du Angular, ce genre de choses. Aussi une petite expérience en Elixir qui est aussi un chouette langage, puisque du coup je trouve que la philosophie déjà de base de dire qu'une erreur n'est pas une erreur convient très bien pour la partie serveur. Donc voilà, du coup c'est vrai il y a des bouts de code que j'ai encore qui tournent et c'est vrai que ça demande très très peu de maintenance sur les machines. Et puis après du coup maintenant ça va faire à peu près 6 ans où du coup j'ai commencé à faire un petit peu de Rust. Et du coup, en fait, voilà, après mon champ d'application, c'est vraiment tout ce qui est média audiovisuel, qui est le cœur d'activité de l'entreprise que j'ai montée aujourd'hui, qui était même aussi dans mes emplois précédents. En fait, c'était toujours la ligne directrice de travail pour tout ce qui est cinéma, télévision à proprement parler. Après, du coup, c'est vrai que je fais aussi un petit peu de DevOps, de réseau, de cloud. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai aussi un petit peu voilà, de différentes compétences et différents besoins en fait avec tout ce genre d'outils. Du coup là je vais vous présenter un petit peu du coup l'entreprise que j'ai créée. Donc du coup je l'ai créée il y a à peu près 4 ans. Donc du coup elle s'appelle LumInvent. Lum parce que du coup on travaille pour le domaine du secteur du cinéma et de la télévision, donc avec les frères Lumière. Invent parce que du coup en fait on va aller proposer des nouvelles solutions. Et le double de points en fait en plein milieu qui est le séparateur d'espace de nom en fait qu'on retrouve en Rust mais aussi en C++. Du coup, la mission de notre société, c'est d'être une petite équipe de passionnés qui va construire des outils très pointus et en même temps, du coup, avoir une ergonomie d'utilisation, parce qu'on travaille principalement sur de l'encodage vidéo, sur de la livraison de fichiers, ce genre de choses. Et en fait, on va se retrouver avec beaucoup de paramètres, mais en même temps, des moments, c'est juste des techniciens qui doivent utiliser cette application-là et ils ne sont pas experts d'encodage très, ils ne sauront pas comment régler tous les paramètres en fait. Et du coup, en fait, on fait donc uniquement des solutions logicielles et à destination des contenus audiovisuels qui incluent aussi le sous-titre. Du coup, pour moi, en fait, il y a deux valeurs derrière. En fait, c'est de pouvoir rendre les contenus de plus en plus immersifs, donc de plus en plus de pouvoir vivre une expérience la plus confortable possible. Et donc du coup pour ça, ça inclut tout le confort qu'on peut avoir, l'accessibilité en termes d'audio description, de sous-titrage, de qualité audio et de vidéo, de se dire que l'image elle est parfaite, elle n'a pas de défaut de compression, ce genre de choses. C'est notre cœur.
Et en plus, du coup, une deuxième chose, c'est de donner la juste valeur au contenu. Et du coup, ça, en fait, on travaille aujourd'hui de plus en plus avec, sur des technologies qui vont tourner autour du Web 3, donc tout ce qui est web sémantique. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi bien référencer les contenus, gérer les métadonnées. Et donc, du coup, tout ça, en fait, on travaille en fait, voilà, un petit peu sur ces deux aspects-là pour créer nos solutions. En interne, du coup, on a deux pôles. On a une partie de création de solutions logicielles, une partie de services, de prestation de services. Là, du coup, en fait, les solutions, en fait, du coup, les deux premières, en fait, sont codées complètement en Rust. Donc, la première, c'est MasterProbe, c'est un petit outil d'inspection dans le navigateur web. Vous déposez votre fichier, ça vous ressort toutes les métadonnées des fichiers. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est un tout petit outil facilitateur pour la vie de quelques personnes voilà, du milieu. Après, notre premier produit qui est vraiment innovant, en fait, c'est de faire un lecteur qui tourne dans le navigateur, mais qui permet de lire tous les formats et codecs qui peuvent exister en fait un petit peu sur la planète, notamment ceux du domaine du cinéma et de la télévision. Et donc en fait, une des problématiques en fait que ce player vise à résoudre, c'est de se dire qu'aujourd'hui tout le monde dépose ses contenus sur des stockages cloud. Sauf qu'aujourd'hui, pour visualiser ne serait-ce qu'une image, en fait, c'est pas forcément facile. Il faut forcément générer un réencodage de la vidéo pour qu'il soit compatible avec le navigateur. Sauf que y a certaines personnes qui ont besoin de voir l'image brute telle qu'elle peut être stockée pour vérifier si la qualité en fait elle est acceptable ou pas. Et on ne peut pas se permettre de travailler sur une transformée enfin, voilà, de l'élément source. Après, la dernière solution, du coup, c'est une solution qui permet de faire de la livraison de fichiers pour les chaînes de télévision. Enfin, du coup, ça leur permet de recevoir le matériel qui va être diffusé en fait sur la chaîne. Donc là aujourd'hui c'est utilisé principalement à Arte France. Du coup aujourd'hui Arte France reçoit 1,2 ou 1,4 Tera par semaine de contenu par cette solution-là. Du coup là on est en train aussi de refondre cette solution-là en full Rust. Donc là du coup en fait on refait de la livraison, transfert de fichiers, vérification dans le navigateur web que les contraintes techniques soient respectées, plus du coup gestion de tout ce qu'il faut en termes de base de données et ainsi de suite, quoi. Après du coup en prestation de service, on travaille du coup aussi bien sur des projets open source et un peu moins open source. Du coup là on a un produit en fait un petit peu phare qui tourne notamment à France Télévisions et aussi à l'INA. C'est une plateforme qui s'appelle Mediacloud AI qui permet de faire des traitements, de répartir les traitements sur du cloud. Et en fait cette plateforme là donc du coup a une partie de Rust qui est très utile puisqu'en fait ça nous permet de faire un SDK pour les workers. Et donc du coup, cette partie-là en fait permet d'avoir un standard unique d'échange avec le back-end. Et derrière en fait, en plus de fournir donc du coup un SDK pour les gens qui veulent écrire un worker qui va s'intégrer dans la plateforme, on va fournir aussi un binding en Python qui est basé sur PO3. Et donc du coup en fait les gens peuvent aussi bien écrire un worker en Rust ou en Python de la même manière. Après du coup les autres solutions en fait on va dire que c'est des solutions un petit peu métiers qui sont plutôt privées, donc je vais passer un petit peu plus rapidement. Du coup là en fait on contribue aussi à des projets comme FFmpeg qui est un outil en ligne de commande qui est utilisé par beaucoup de plateformes sur des sujets très spécifiques au milieu. TityConf, du coup, ça serait que c'est un petit peu rigolo parce que du coup, c'est une librairie en Python qui permet de faire la conversion de format de sous-titres. Du coup, c'était commandité par Facebook. Voilà, du coup, c'est aussi assez rigolo de pouvoir participer à ce genre de projet. Au niveau de l'équipe de Luminvent, aujourd'hui, on est 5. Du coup, on est basé à Romans-sur-Isère avec 2 personnes qui travaillent à Angers, une à Nantes. Donc, c'est vrai qu'on travaille facilement en télétravail. Du coup, un petit peu pour résumer la présentation de l'entreprise, notre expertise elle se situe vraiment sur les formats de fichiers médias, sur le traitement des médias en tant que tel avec une compétence d'intelligence artificielle, sur le contrôle qualité, donc vérification des métadonnées, de la qualité de l'image et du son.
Et puis en plus, bah, du coup, aujourd'hui, on est obligé aussi d'avoir enfin, nos solutions sont déployées sur des clouds privés et publics, donc avec aussi des contraintes de sécurité très très fortes, puisque du coup, il ne faut pas qu'un contenu puisse fuiter avant la diffusion, ce genre de, de partage. Et puis en plus, bah, du coup, on va dire qu'une de nos spécificités, en fait, c'est quand même de être capable de faire du traitement dans le navigateur, on va dire assez coûteux en termes de performance. Et du coup, tout ça, en fait, cette partie-là, en fait, on le fait complètement en Rust. Du coup, je vais continuer un petit peu sur, bah, du coup, pourquoi choisir Rust comme langage. Du coup, alors c'est vrai que du coup, j'ai essayé de mettre un petit peu des items. Alors du coup, ce qui est un petit peu compliqué en fait, on va dire, pour choisir Rust, c'est que bah, du coup, il y a quand même une communauté assez petite. Du coup, c'est vrai qu'elle grossit énormément ces derniers temps, mais c'est vrai que du coup, il y a des choses où bah, ça peut manquer. Moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, il n'y avait pas de librairie de sérialisation et de désérialisation XML. Donc du coup, j'en ai refait une quoi en fait. Voilà, du coup, c'est vrai que c'est assez, enfin, c'est vrai que c'est loin de mon champ de compétences audiovisuel, mais du coup, enfin voilà, on a besoin du XML aussi dans ce milieu-là. Donc il y a un moment, quand il faut s'y mettre. Et puis voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des librairies qui est assez utilisée en fait dans d'autres projets en open source aussi, puisque du coup, je l'ai partagé en open source cette partie-là quoi. Après, du coup, si vous voulez recommencer sur Rust, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu la marche d'entrée, en fait, elle est quand même assez élevée, parce que bah, du coup, il y a beaucoup de choses, en fait, on va dire quand même à comprendre un petit peu sur tout ce qui est pointeur, sur le ownership, sur la détention de propriété des variables et ce genre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, si vous avez déjà fait un peu de C++, on va dire que ça va être un peu plus facile pour vous parce que vous aurez un petit peu plus cette compétence-là de pouvoir, en fait, enfin, vous avez déjà l'habitude de traiter des pointeurs, d'allouer de la mémoire et ce genre de choses. Donc, du coup, il y a des choses où c'est quand même beaucoup plus simple. Après, c'est vrai que pour les gens, aujourd'hui, en fait, on voit aussi beaucoup de projets Rust, donc du coup, qui vont se baser pour faire du front-end. Des gens qui vont venir de l'environnement React ou Angular, bah, venir à du langage compilé, fortement typé et tout ça, c'est vrai que la marge d'entrée, elle est quand même très élevée, en fait. Choisir Rust en langage interne d'entreprise, bah, du coup, quand on a commencé, en fait, on avait un petit problème aussi, c'est que bah, Kratz.io, c'est super chouette quand on fait que de l'open source. Le problème, c'est qu'après, il faut aussi comme avoir un registre privé qui peut tourner en local. Et là, du coup, c'est vrai que bah, on a choisi un petit peu, on va dire, à défaut une solution. Du coup, nous, en interne, on utilise Meuse, qui est quelqu'un qui habite en Alsace qui l'a fait. Mais du coup, c'est pas codé en Rust, donc c'est vrai que du coup, c'est un petit peu contraignant pour contribuer, parce que du coup, alors je sais même plus le langage que c'est, mais du coup, c'est vrai que du coup, moi-même, je ne fais pas du langage, donc du coup, c'est vrai que c'est rentré dans un nouveau langage si on a besoin de faire de l'amélioration ou du bug fix. Donc voilà, après c'est vrai que là du coup récemment il y a deux projets pour moi qui évoluent un petit peu de ce côté-là, c'est Katra et Kellern. Du coup, je les ai pas encore testés plus que ça, mais c'est vrai que ça fait partie des sujets que j'ai besoin en fait de, de travailler par la suite, notamment parce que bah, Meuse, enfin, ça marche très bien au jour d'aujourd'hui, mais en fait, typiquement, ça ne supporte pas le SSO, ce genre de choses, qui est un petit peu contraignant en fait en gestion d'entreprise. Voilà. Après, c'est vrai qu'une autre chose, enfin nous, c'est pareil, en fait, en interne, on a géré d'une autre manière, mais du coup, en fait, pour la partie de la documentation générée, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de solution facilement déployable pour avoir un équivalent de docs.rs en interne. Du coup, aujourd'hui, nous, en fait, on a un GitLab qui est déployé en interne et donc, en fait, on utilise les Git pages pour accéder pour générer la documentation et la stocker. Alors, du coup, ça a on va dire comme l'assez fort inconvénient que du coup, on ne peut ne conserver qu'une version de la documentation facilement. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu problématique aussi de ce côté-là. Après, du coup, c'est vrai que, enfin,
en termes de projet aussi, en fait, il y a quand même le temps de compilation qui est un petit peu long, surtout quand on prend un nouveau projet. En fait, bon, c'est une des forces de Rust, parce que du coup, ça gère quand même beaucoup de cibles de compilation différentes. Mais c'est vrai que du coup, en fait, on est tout le temps en train de recompiler toutes les dépendances. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a des projets, on commence à avoir 1000 dépendances, donc c'est vrai que ça commence à prendre quelques minutes de compilation quand on commence le projet. Donc c'est vrai que c'est pas non plus à négliger en fait en termes de pour faire du front-end view, c'est vrai que par rapport à de la réactivité de ce qu'on peut avoir sur du React ou du Angular en termes de rafraîchissement, de rapidité de développement, c'est pas la même chose non plus quoi. Après, voilà, c'est vrai que ça va contrer en fait avec les parties qui sont plutôt favorables à utiliser du Rust, puisque du coup, en fait, c'est vrai qu'autant le temps de compilation peut être long et ce genre de choses, mais par contre, c'est vrai que déjà, j'en ai parlé du premier point comme quoi c'était poussé par une communauté, mais du coup, le compilateur déjà aussi exprime des messages d'erreur qui sont très très compréhensibles. Et du coup, même souvent, en fait, le compilateur vous dit ça, c'est pas correct. Est-ce que tu ne veux même pas écrire ça, quoi? Et souvent, on prend la ligne ici, puis en fait, on la colle et 99% du temps, ça marche relativement bien. Donc ça, c'est vrai que c'est un des forts avantages, en fait, on va dire quand même d'utiliser un langage très fortement typé, c'est que du coup, le compilateur fait une grosse partie des choses. Pour moi, en fait, du coup, en fait, c'est vrai que ça rejoint un petit peu le point en dessous, c'est que du coup, le Rust est très, est très sécurisé en fait, puisque du coup, il y a énormément de vérifications qui sont faites au moment du compile time, puisque du coup, le compilateur lui-même, en fait, ayant tous les types à sa possession, il sait exactement ce qu'il peut s'attendre à voir comme type de variable et ce genre de choses. Et du coup, c'est pas comme du Python, en fait, on ne sait pas forcément quoi vérifier, puisqu'en fait, on ne sait pas ce qui va nous arriver dans cette variable-là. Alors que là, du coup, en fait, à part appeler du C avec du Rust et ce genre de choses, c'est très très dur de faire crasher du Rust. Avoir une segfault en Rust, c'est quasi du impossible, quoi. Même en faisant du multithreading et ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est là aussi où en fait, voilà, c'est un des gros avantages. En termes de mémoire, du coup, j'ai envie de dire que Mozilla a bien fait son travail, puisque du coup, il n'y a pas de fuite mémoire. Du coup, du coup, il y a un garbage collector. Donc, en fait, dès qu'on alloue de la mémoire, en fait, la variable en fait vit son temps. Et du coup, dès que la variable n'a plus besoin de vivre, du coup, le garbage collector vient libérer la mémoire. Et en fait, ce n'est pas l'utilisateur qui va lui-même libérer sa mémoire. Et du coup, ce qui fait que du coup, en fait, il y a beaucoup moins d'oubli, donc beaucoup moins de fuite mémoire. En avantage aussi de Rust, en fait, c'est que, enfin, ça, je l'ai même entendu très récemment, genre cette semaine ou de fin de semaine dernière, il y a quelqu'un qui avait besoin de fournir en fait une petite application et du coup de pouvoir la distribuer sur des environnements que lui-même ne travaille peut-être même pas dessus. Ça peut être du Windows, ça peut être du Linux, du Mac, enfin voilà, tout ça. C'est vrai que la cross-compilation Rust en fait marche très très bien. C'est vrai que c'est pas comme ce qu'on avait besoin de faire en C, C++, où en fait si on supportait les file systems Linux, Mac et ce genre de choses, faut faire du code conditionnel et ce genre de choses. Là dans Rust, tout est à plat et c'est vrai que c'est très pratique pour faire des applications voilà, multi-OS, multi-plateforme, ainsi de suite. Oui, bon après c'est vrai que alors c'est vrai que ça, enfin le point suivant en fait, les modèles partagés, c'est vrai que c'est des choses où en fait il y avait des gens, dans mon expérience précédente, ils avaient choisi Helm, qui est un langage typé qui se compile en JavaScript. Et du coup, en fait, ils avaient voulu utiliser ce langage-là parce que du coup, il était typé. Et en fait, ça leur donnait aussi l'avantage de pouvoir compiler du coup, des mêmes librairies côté front-end et côté serveur. Et du coup, quand on fait des communications d'échange, la partie sérialisation, du coup, elle est forcément, si on utilise bien la bonne version, la même version, du coup, en fait, on va pouvoir désérialiser sans avoir d'erreur sur nos messages, sur nos contenus JSON ou ce genre de choses.
Du coup, en Rust, du coup, comme le code peut se compiler côté front, côté serveur, côté WebAssembly et côté serveur, du coup, là aussi, en fait, on peut se faire des librairies qui vont être des librairies pures de modèles qui vont permettre côté front de sérialiser le message et côté serveur de le désérialiser. Et du coup, en fait, on a beaucoup moins d'erreurs et ce genre de choses. Du coup, même tout à l'heure, je présenterai un tout petit peu, mais nous, de notre côté, en fait, on a même allé un tout petit peu plus loin. Du coup, en fait, on définit carrément en fait, notre API REST. Du coup, de ça, en fait, on en génère même une documentation Swagger. Et du coup, en fait, le modèle de l'API, en fait, on l'utilise en tant que client. Et donc, en fait, tous les paramètres des headers, des bodies, des requêtes HTTP, du coup, en fait, sont communs côté front et côté serveur. Donc du coup tout ça fait qu'en fait on a du coup une interopérabilité en fait entre nos différents composants qui est vraiment très confortable. Après, pour ceux qui sont nouveaux sur Rust, c'est peut-être un peu farfelu. Mais du coup, en fait, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir expérimenter cette partie-là en fait, en pouvant faire des macros locales dans une librairie. Ou alors, on peut aussi également faire des librairies qui sont spécialisées pour faire de la génération de code. Donc, c'est les procédurales macros. Donc là, en fait, on va pouvoir avoir des librairies qui vont permettre d'auto-générer du code, de pouvoir inspecter potentiellement des structures et du coup d'écrire des parties de code qui vont faire des actions autour de ça basées sur ce que vous avez écrit. S'il y en a qui ont commencé déjà à jouer, en fait, c'est le cas justement de CERD, qui est une librairie qui utilise les procédurales macro et qui permet de sérialiser et désérialiser en JSON et TOML et tous les formats que CERD supporte. Et donc justement en fait ils viennent du coup introspecter ce que vous avez placé dans votre structure. Et du coup pour chacun des champs ils regardent quel est le type et du coup en fait ils appellent le sérialiseur du type et ainsi de suite. Et du coup tout le code en fait de sérialisation désérialisation est automatiquement généré en fait. Donc ça c'est vrai que c'est des choses, nous on a même on a poussé sur d'autres champs où en fait on utilise certains standards qui sont définis via des XML. Du coup on a 4 XML, il y en a 2 qui font 2 mégas le XML et du coup en fait on fait de l'autogénération de code, ça nous génère je crois à peu près 10 000 lignes de code automatiquement. Et du coup, les machines, du coup, elles en prennent un petit coup et voilà, on a un peu des problèmes de performance de compilation. Juste la librairie, elle met à peu près 2 minutes à se compiler. Mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça marche très très bien et c'est très confortable en fait. Et du coup, si demain, en fait, ils mettent à jour le standard, ils mettent à jour le XML, nous, on refait juste clic, entrée, recompile et ça nous met à jour notre librairie avec la nouvelle version de standard. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont plutôt chouettes. J'ai commencé un petit peu à avoir une librairie qui s'appelle XML Schema, qui se base sur la première que j'avais mentionnée tout à l'heure, qui permet de sérialiser, désérialiser du XML. Et en fait, XML Schema, en fait, le but, c'est de pouvoir prendre des XSD et de générer automatiquement tout le code Rust qui va vous permettre de lire et écrire en fait le XML en fait. Donc c'est vrai que du coup, supporter toutes les possibilités des XSD, c'est assez touffu. Donc c'est pour ça que, voilà, du coup, il y a des premiers scopes qui marchent un petit peu, mais c'est vrai qu'après, quand on commence à avoir des choses, des schémas qui référencent d'autres schémas, ce genre de choses, aujourd'hui, je l'ai pas encore, j'ai pas encore tout supporté. Mais voilà, mais du coup, par contre, elle est quand même disponible. S'il y en a qui veulent contribuer, c'est ouvert. Et puis après, du coup, dans les avantages aussi que j'ai vu en fait assez rapidement par rapport aux autres langages qu'on peut avoir, enfin notamment quand on regarde du C++, c'est le fait d'avoir des outils qui sont proposés, qui sont standards pour vérifier le format du code, pour générer la documentation. Et puis en plus, alors après, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais du coup, il y a Clippy qui vient regarder votre code et venir vous faire des suggestions en disant en fait tu as écrit ça, mais en fait cette manière d'écrire elle est peut-être pas forcément très optimale. La meilleure manière de l'écrire en Rust c'est comme ça. Voilà, donc du coup là aussi en fait ça fait partie des on va dire des choses qui vont permettre de venir augmenter la qualité de code généré en fait en interne dans l'entreprise.
Donc voilà un petit peu pour les pour et les contre en fait de choisir Rust comme langage en interne. Nous, bah, du coup, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Donc là, du coup, en fait, je vais déjà vous montrer qu'en fait, les pipelines en fait, qu'on déclenche en fait, sur notre intégration continue, du coup, en fait, on fait bah, pas mal de jobs. Comme je disais juste avant, en fait, on utilise Clippy pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème enfin, de syntaxe et du coup, en fait, on vérifie automatiquement. La partie coverage, bah, du coup, c'est en fait on utilise Tarpaulin, qui est une librairie qui permet de mesurer le code coverage d'un code. On passe un petit coup de format. Puis en plus, bah, du coup, c'est vrai que toutes nos librairies, en fait, on les utilise côté serveur et côté front. Oui, oui, d'accord. Et du coup, en fait, bah voilà, du coup, on vérifie aussi la compilation en WebAssembly pour toutes nos dépendances. Après, du coup, un petit peu bah, rapidement, en fait, du coup, c'est le même lien qui n'a pas marché. Je sais pas si. Non, bah après, hop, hop. Donc là, du coup, j'ai juste allé sur une petite librairie où on s'est fait bah, du coup une petite librairie de boutons. Et en fait, bah, du coup, comme je le disais tout à l'heure, si ça veut bien charger. Redirecting, voilà. Du coup là en fait en plus dans les GitLab Pages en fait en plus de la documentation en fait on stocke aussi de temps en temps en fait des démonstrateurs qu'on s'est fait sur des librairies, ce qui nous permet bah, du coup de vérifier, de tester unitairement. Si jamais on a un bug, au moins on va pouvoir bah, vérifier si juste sur la librairie on a bien ce bug ou ce genre de choses quoi. Voilà un petit peu. De notre côté, bah, du coup, on utilise Rust bah, du coup, pour faire plein de choses, donc d'ouverture de fichiers, définir de l'API REST, du OpenAPI en fait, de manière automatique, puisque du coup, comme je disais un petit peu tout à l'heure, on s'est défini un modèle commun. On interroge, enfin, on fait aussi enfin, on interconnecte aussi du PostgreSQL. On fait de l'interfaçage web du coup avec du You. Et puis du coup, en fait, comme je l'ai mis sur le projet Media Cloud AI, on fait des bindings Python et puis en plus, on fait aussi des appels en C à du FFmpeg ou ce genre de petits jouets, on va dire. Du coup, je vais peut-être passer rapidement. Bah, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement une démonstration de ce qu'on a fait. Donc là, typiquement, on est sur une de nos solutions qui est le Master Player, qui est un lecteur qui tourne dans le navigateur web. Du coup, toute cette interface-là, en fait, est vraiment faite en full Rust, en full You. Donc voilà, donc là, du coup, ça vous permet de venir déposer les petits fichiers qui vont bien. Voilà, donc en fait, on va pouvoir venir lire directement dans le navigateur les contenus audio-vidéo que vous allez pouvoir lire facilement. Je vais couper le son, ça sera plus pratique. Et une des spécificités de notre lecteur, alors du coup, on ne va pas le voir facilement ici, là non plus, c'est quand même de pouvoir bah, du coup être précis à l'image près. Donc du coup, on est vraiment frame accurate en marche avant, en marche arrière. Oui, oui, tout à fait. Nous avons oui. Si je vous montre du coup en fait ici, c'est vrai que les parties, les choses assez rigolotes, c'est que du coup en fait on a un gros fichier WebAssembly, le player il tient à peu près à peu près 50 mégabits de WebAssembly. Et du coup ici en fait vous voyez on démarre des web workers, du coup tout le démarrage des web workers on le fait en Rust directement. Après, il y a juste la partie dans les web workers où en fait on fait que du JavaScript et on a recompilé la partie FFmpeg. Du coup, c'est la seule partie de tout notre code qui n'est pas en Rust. Voilà. Tout à fait. Oui. Enfin, oui, parce qu'en fait, toute la partie vraiment décodeur des parties images, en fait, on se base sur FFmpeg. Mais juste, on a réintégré juste la partie décodage de l'image. Oui, via Mscripten.
Mais par contre, pour la partie pour la partie basse MP4, QuickTime et tout ça, en fait, on a tout réécrit en Rust. Parce que du coup, pour nous, en fait, FFmpeg n'était pas assez performant en termes d'accès. Parce qu'en fait, là, par exemple, ce qu'on fait, c'est dès qu'on ouvre un fichier, en fait, on va rechercher dans les fichiers où se place le contenu de chacune des frames. Et donc, en fait, c'est ce qui nous permet de se déplacer rapidement dans le fichier, puisqu'en fait, on sait exactement quels sont les bouts de données qu'on va devoir accéder. Non, on ne fait pas du streaming, on fait plutôt de l'accès depuis un stockage, enfin depuis des fichiers vraiment quoi. Disque ou stockage S3 distant, enfin voilà, dans le cloud, peu importe où en local. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça, du coup, c'est vrai que c'est un projet. On a commencé il y a un peu mieux de 3 ans à commencer sur ce projet-là. Et c'est vrai on a eu pas mal d'écueils en fait à pouvoir le monter parce que, enfin, effectivement, en termes de performance, de synchronisation audio-vidéo, en plus, bah, du coup, il y a des dépendances qu'on utilise. Bah, typiquement, on utilise WGPU qui est une des librairies qui est très commun en fait pour faire le rendu. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'une des choses, c'est que aussi tout ce player-là, en fait, on serait capable de le faire tourner dans une application type Tori. Donc, du coup, en fait, pour un rendu en mode natif aussi, quoi. Donc, ça, et avec la même base de code, en fait. Ça, c'est aussi une des parties géniales. Bah, du coup, on a un petit peu de, enfin, du coup, on a un petit peu de, enfin, on a un petit peu de perte de performance par rapport du natif. Enfin, on a une très grosse perte de performance, surtout parce qu'en fait, on peut pas utiliser enfin, quand on compile FFmpeg, on le compile sans optimisation bas niveau. Donc, c'est plutôt par rapport à ça qu'on perd en termes de performance. Oui, bah, les DCT inverses, en fait, les transformés de Fourier inverses, en fait, qui sont pas optimisés. Donc ça, du coup, c'est vrai que ça fait partie des sujets, certainement sur 2024, de pouvoir réintégrer de l'optimisation de décodage dans FFmpeg pour le WebAssembly, quoi. Oui, c'est des sujets. Oui. Oui. Non, 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 non. Oui, ah oui, du coup, la question, c'est en fait, du coup, il y a, la question qui est posée, c'est que on peut avoir des fichiers qui sont très volumineux et en fait, est-ce qu'on peut, comment on fonctionne pour pas tomber dans les limites du navigateur web? Si exprimer autrement peut-être. Du coup en fait non, du coup nous en fait on va dire qu'on fait principalement du partial download, donc du coup en fait on va télécharger uniquement ce que l'utilisateur souhaite avoir. Donc typiquement on n'a que 25 images qui sont décodées et après on en a 300 autour du curseur qui sont stockées en mémoire. Après, du coup, en fait, on commence à travailler sur du préchargement, ce qui va nous permettre de pouvoir pré-télécharger en fait des bouts de contenu et du coup de pouvoir les stocker dans IndexDB, qui est une base de données qui est en mode fichier. Et donc, du coup, là, tu vas pouvoir stocker une grosse partie de ton contenu. Mais parce qu'en fait, alors du coup, une des choses en fait un petit peu rigolotes quand même de notre milieu, c'est qu'on tourne avec des fichiers. Les plus petits, on va dire, c'est du 50 mégabits. Après, on est facilement sur du 100 mégabits. Et après, les fichiers Netflix, c'est du 800 mégabits seconde. Donc voilà, faut forcément qu'on puisse prévoir le préchargement en fait de contenu pour que l'utilisateur puisse après lire correctement son contenu, même s'il est derrière sur une fibre ADSL, ça suffit pas toujours, quoi. Voilà un petit peu. Euh, oui. Non, cette partie-là, non, effectivement, c'est un produit commercial. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. La partie, oui, enfin, bah, du coup, là, en fait, on a enfin, c'est-à-dire, enfin, grand public, tu dirais en open source ou enfin, commercialement? Non. Bah là, du coup, en fait, enfin, on commercialise effectivement principalement le lecteur.
Euh, du coup, aujourd'hui, en fait, on a deux modes d'accès. Du coup, on a soit le mode que je vous ai montré, soit on fait aussi, du coup, à partir de Rust, en fait, on peut faire un web component. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on commercialise aujourd'hui tel quel. Demain, effectivement, en fait, on va venir vendre aussi la partie avec Tori en mode natif. Du coup, en fait, on sait que ça marche. Après, c'est plus une question de repluguer tout ça dans Tori et faire une application et le packager. Du coup, ça prend un petit peu de temps. Et en fait, aujourd'hui, bah, des applications, des lecteurs qui tournent en mode natif, en fait, il y a déjà de la concurrence. Là où on se démarquait le plus, en fait, c'était vraiment sur la partie web où il y a vraiment personne au monde qui est parti sur le même schéma que nous. Et du coup, c'est là où en fait, on a la plus grande valeur ajoutée, quoi. Voilà un petit peu le schéma. Oui. Oui, alors après, en fait, on est parti déjà plutôt sur la partie support QuickTime de base, parce que du coup, dans nos milieux, on était plutôt là-dedans. Et en fait, après, bah, du coup, la partie MP4, en fait, on est venu plugger dedans comme ça. Du coup, ça s'est fait plutôt comme ça. Après, c'est vrai que, enfin, pourquoi pas revoir d'utiliser la partie de Mozilla s'il supporte effectivement le QuickTime, quoi. Voilà. Mais voilà. Une très grande question, enfin, qui est... Alors en fait, en fait, il faut savoir que par défaut, en fait, un navigateur est configuré dans les espaces colorés. Donc du coup, c'est du 709 qui est l'espace coloré grand public, et qu'en fait, pour aller dans les configurations, en fait, tous les utilisateurs, ils doivent aller dans les Chrome Flags, par exemple, et du coup, si je ne me trompe pas, il doit y avoir voilà, un color profile. Et en fait, il faut venir changer ces paramètres-là pour pouvoir passer en mode HDR. Et par contre, après, c'est tout le navigateur qui passe en mode HDR. Donc en fait, après, ça pose la problématique aussi de se dire, bah, si tu as une vidéo qui n'est pas qui est en 709, comment elle est remappée, ce genre de choses. Enfin, alors de ce côté-là, en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau du W3C, juste déjà pour faire des rendus avec du HDR, avec des images PNG. Donc une fois qu'on aura ça et qu'on aura le Canva qui supportera tout ça proprement, je pense qu'on pourra commencer à faire des choses assez sympas. Mais c'est vrai que du coup ça pose toute la problématique des Canva qui peuvent être en surimpression avec de la transparence et comment on sait comment on fusionne en fait deux images qui ne sont pas du même espace coloré. Donc en fait il y a tout un aspect scientifique en fait derrière aussi à aborder. Oui. Oui, on est parti sur cette question, c'est très bien, je pense. Et vous arrêtez quand c'est nécessaire. Je sais pas, non mais. Principalement parce que du coup c'était, enfin alors de base parce que, enfin moi la précédente boîte en fait elle tournait, elle a monté une plateforme SaaS qui tournait en full SaaS et du coup le client c'était du web applicatif en fait et que du coup aujourd'hui quand tu regardes il y a beaucoup de gens qui ne font que des web applications en termes d'accès en SaaS. Et du coup, en fait, l'idée de pouvoir en fait justement visualiser ton contenu natif directement dans une application, que ce soit un catalogue de vidéos et ce genre de choses, bah, du coup, c'était quelque chose qui était prometteur en fait. Voilà, du coup, c'était une des raisons de partir là-dessus. Et après, c'est vrai que bah, alors Qt, je crois même qu'ils ont réussi quand même à faire on peut faire des applications Qt en WebAssembly normalement. Mais voilà, après, du coup, il y a aussi enfin, personnellement, il y a la partie licensing que j'aime pas trop et que du coup, je préfère la partie web dans le sens où c'est ouvert et que tu paies rien pour développer ton application aussi. Il y a aussi un petit peu philosophie, un petit peu plus ouvert, open source, voilà, qui revient un peu derrière, on va dire. C'est bon pour moi, tout à fait. Tout à fait. Et si jamais juste le petit point final, c'est que du coup on recrute.